présence. Je vous demande de bien vouloir, pour les personnes qui souhaitent s'asseoir, prendre place. La cérémonie va commencer. Ouais, pourquoi il se prépare C'est prêt? Oui, je vous demande. Nous sommes le 11 novembre 1918. Les préfets ont adressé aux mairies de France le télégramme suivant. Dès réception de ce télégramme, veuillez prendre disposition pour que les cloches des églises sonnent à toute volée, pavoisées et illuminés édifices publics aux couleurs alliées.
11 novembre 1918. Ce matin, à 5h15, un armistice a été signé, mais les combats n'ont cessé qu'à 11h. 6 longues heures durant lesquelles mourront encore des milliers de soldats. Chères mères et sœurs, enfin cette fois, nous pouvons dire que c'est fini et on pourra se rappeler longtemps du 11 novembre, jour de la Saint-Martin. Il faut espérer maintenant que l'on renverra quelques classes petit à petit. Me voilà revenu au front la veille de ce jour, mais pas dans le même régiment. En espérant de vos bonnes nouvelles et en attendant le jour de la délivrance, je vous embrasse du fond du cœur. Ambroise. J'espère que pour la prochaine permission, il ne sera pas question de repartir. Remontons le temps ensemble et programmons la date du 14 juillet 1914. Ce soir, personne ne manquerait de fêter la prise de la Bastille et la musique invite à la danse. Les bruits de guerre sont loin de Tostan. Le 1er août, dans l'après-midi, l'ordre de mobilisation générale est annoncé en France. Premier jour de la mobilisation générale. Hier matin, j'ai pris la résolution d'agir en français. La nation sera défendue.
lancé par le commandement de l'attaque. Aussitôt, chacun à sa place, les lieutenants, l'un revolver au poing, l'autre baïonnette au canon, comme un soldat s'élance hors de la tranchée au cri de « Baïonnette au canon! En avant! À l'assaut !» Pour la France! Ma chère bien-aimée pour la vie, une petite pluie fine tombe depuis le matin et détrempe la route. Je viens de recevoir le colis avec le tricot, les chaussettes, le pâté, les biscuits et la saucisse. Tout cela est bien bon. Je te remercie. Ma petite Fanny, as-tu bien vendu les pommes de terre? Raconte-moi un peu si nos avoines sont bien levées. Tu sais combien une lettre fait plaisir. Je t'aime, je t'aime. Ici, en plus des balles, des bombes ou des obus, on a la perspective de sauter à 100 mètres en l'air d'un instant à l'autre. Ah, grand Dieu, ici, c'est la guerre. Rien n'est plus naturel à l'homme que de tuer. Ma chère Lucie, je meurs, innocent du crime, l'abandon de poste qui m'est reproché. Les larmes aux yeux, l'âme en peine. Cette putain de guerre représente les 1000 douleurs de celui qui la porte, 1000 morts de ceux que le combat va faucher. Le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette. On s'en va là-haut,
en baissant la tête. Jour de tranchée, jour de souffrance. Pourtant, on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Ce monde dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. mariée depuis 2 ans à peine, commençait par poser le courrier sur la table de la cuisine. Elle s'asseyait alors sur la première chaise alignée contre le mur et sortait son chapelet de sa poche. Elle le passait autour de son poignet et priait sans quitter la lettre des yeux. Quand la femme se dirigeait vers la table, c'était sans hâte et avec un soupir. Pour elle, l'important n'était pas du tout ce que dirait la lettre, ou encore la carte postale reconnaissable au petit drapeau tricolore. Elle savait que la carte avait été rédigée à la hâte dans les tranchées. Il se passait plusieurs semaines, voire plus, entre la collecte du courrier et la remise au destinataire. Quelle qu'en soit la teneur, le courrier ne prouvait donc rien. Les longues lettres étaient les plus fallacieuses, car rédigées à l'arrière, quand le régiment était au repos. Le pire était donc à venir. Et c'est la confiance sans mesure des soldats qui faisait le plus mal. Croyaient-ils vraiment ce qu'ils affirmaient avec tant d'assurance? Quand ils envoyaient des photos, on les voyait riant avec leurs camarades, la pipe aux lèvres, levant au cœur leur quart d'aluminium, le petit chien servant de mascotte à leurs pieds. En 2 ans, la jeune femme avait entendu trop de voisines se réjouir de ce qu'un père, un mari ou un fils était en bonne santé, au moment même où les gendarmes ou le maire posaient leur bicyclette dans la cour de la ferme pour annoncer sa mort. Le facteur lui-même se disait honteux de devoir remettre tout un paquet de lettres à une famille en deuil.
dans ses prières. Comment être certain que la jeune femme n'implorait pas le ciel d'accorder à son mari la grâce d'une blessure ou une amputation, plutôt que d'apprendre qu'il était en excellente santé et avait un excellent moral? Elle cachait à peine sa jalousie en apprenant qu'un ami de son mari avait été évacué et se soigné à l'hôpital. Au moins, il avait la chance d'être intact, disait-elle. Les choses arrivèrent exactement comme la jeune femme le redoutait. En août 1916, le maire venait de lui remettre une convocation pour se présenter sans tarder à l'état-major du régiment à Verdun afin de reconnaître le corps de son mari, quand elle reçut une carte postale. La jeune femme revint au village avec un cercueil en bois blanc et un corps dont seule la couleur des cheveux rappelait son mari. Des années durant, elle expliqua que c'est pour ne pas importuner le médecin-major qu'elle avait accepté de reconnaître ce corps plutôt qu'un autre. la main sur la poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
plus de 50 tostatés sont partis à la guerre. Personne n'est revenu indemne. Blessés, mutilés, gazés, gueules cassées, brisés mentalement. 9 d'entre eux ne sont jamais rentrés. Lancède Jean-Marie, 32 ans, porté disparu, pas de sépulture connue. Mort pour la France. Gaël Jean-Marie, 38 ans, sépulture à Bully, pas de Calais. Mort pour la France. Miqueux Paulin, 26 ans, sépulture Sillery, Marne. Mort pour la France. Cholet Louis, 20 ans, disparu en mer. Mort pour la France. Baudéan Louis Charles, 23 ans. Pas de sépulture connue. Mort pour la France. Cazot Gustave, 29 ans. Sépulture Rémy dans l'Oise. Mort pour la France. Save Gabriel, 25 ans. Pas de sépulture connue. Mort pour la France. Terrebonne Gustave, 26 ans, rapatrié de Salonique à Tosta, mort pour la France. Capdeville Henri, 25 ans, rapatrié de Bucarest à Vanves, Hauts-de-Seine, mort pour la France. N'oublions pas les morts de la guerre 39-45. Vincent Gardey, mort pour la France. Robert Montéan, mort pour la France. Et pour tous les morts de toutes les guerres, respectons 1 minute de silence. Bon, je vous remercie. Je vais lire un discours du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation,
peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient le ciel des petits canons. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube. Il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 années interminables de bruit, de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches aux sonneries de clairons, d'esplanades des grandes villes aux places des villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus de deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération, de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup aussi ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui nous ont quittés, qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de la civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que nous inspire le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux et de ceux et qu'aujourd'hui, voilà que nous sommes tous là, unis, un peuple libre. Vive l'Europe, en paix, vive la République, et vive la France. Emmanuel Macron. Rendez-vous
inédites à propos de la guerre et de la paix. Il faut que l'on tue et que l'on massacre tout peuple qui n'est pas assez fort pour se battre. Qu'est-ce que l'humanité? À quoi sert la raison? Est-ce que l'on ne glorifie pas la force brutale du lion? Qu'est-ce un père, des enfants, une famille? Et qu'est-on ici-bas si ce n'est des chenilles? C'était la guerre. Maintenant, la paix. Heureux sont les peuples qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de passé et qui meurent sans gloire. Il serait plus doux, passant par cette terre, de vivre en ami, de s'aimer en bon frère, pratiquer la vertu, aimer ce qui est bien, travailler modestement pour le progrès humain. Ce texte a été écrit à l'hôpital militaire de Corfou en mai 1916 par Vincent Sénac, 28 ans, fils du boulanger de Tosta, boulanger lui-même et père d'une boulangère qui lui a succédé de sa fille. Mobilisé le 4 août 1914, il est revenu à Tosta en avril 1919. Même si nous ne nous sommes jamais connus, car il est mort en 1940 d'une septicémie, c'était aussi mon grand-père. L'occasion m'est donnée de vous parler des 3 expositions mises en place pour ce centenaire de l'armistice. À la mairie, la vie des soldats au front, photos, objets, maquettes exceptionnelles. Vous pourrez visiter ça, les horaires sont marqués sur des tréteaux. Il y a aussi à la bibliothèque. Tout le monde connaît la bibliothèque, même si tout le monde ne la fréquente pas, mais on y amène les enfants. Donc en bas, là, à côté de nous, représenter la Grande Guerre, regard d'époque, avec des affiches, des photographies, des peintures et des objets. Et puis aussi, la place des femmes et des enfants dans cette période de la guerre. À la salle d'Alice, c'est la salle qui est juste au-dessus, avec tous les 4 fenêtres ouvertes. L'exposition, c'est Rites et monuments dans les Hautes-Pyrénées. Après avoir vu cette exposition et écouté les explications et lu les explications, vous ne traverserez plus un village sans vous arrêter au monument aux morts et pour le regarder de notre œil. Et c'est en haut aussi que vous trouverez les écrits et les photos et la correspondance de Vincent Sénac, boulanger, poète et humaniste. Ce mois de commémoration se termine samedi prochain, 17 novembre. D'abord, il y a les expositions, donc jusqu'à mercredi soir. Attention, ne vous dites pas, j'irai plus tard. Ou plus tard, des fois, c'est trop tard. Donc, jusqu'à mercredi soir. Et la commémoration se terminera samedi prochain, 17 novembre, à 20h, à la salle des fêtes, avec la venue d'un conférencier, de conteur et conférencier, Dominique Deluc. Il fera le récit d'une rencontre improbable entre 2 soldats ennemis en 1915 dans les tranchées voisines du chemin des Dames. Ça s'appelle les amis d'enfance. D'en face, pas d'enfance, d'en face. C'est gratuit comme tout ce que nous avons proposé pour cette commémoration. Pour clore cette cérémonie, la chorale va vous amener en chanson vers le vin d'honneur auquel vous êtes tous invités par la municipalité de Tosta. Nous allons chanter la Madelon. N'hésitez pas à chanter avec nous. Ah, pardon. Avant d'aller à la collation offerte par la municipalité, je vous remercier à tous. Je ne vais pas citer les noms qui ont organisé parce que je vais en oublier. Donc, je remercie surtout les enfants de l'école, les enseignantes et tous ceux qui ont organisé cette cérémonie. Merci à tous et bonne journée. Et on vous attend, je crois, derrière. Il y aura un petit coup à boire. Couvert de lierre, autour de nous, c'est le long du Gard.
Ah ben ouais, c'est là.